Bonjour à tous. Bonjour et merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pourriez utiliser le chat à votre disposition pour me dire si vous m'entendez avant de commencer? Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Ah, je ne vois pas. Oui, bonjour Chloé, merci. Merci bien. Merci, merci Célio. Donc on va pouvoir commencer si vous m'entendez. Très bien. Bonjour, merci de vous joindre à nous sur ce webinaire qui a pour sujet la place du manager dans la stratégie RH. Pour les règles du webinaire, n'hésitez pas à poser justement vos questions sur le chat qui est disponible et nous y répondrons à la fin du webinaire. Nous répondrons également, nous partagerons également les résultats du sondage que nous allons lancer pendant le webinaire. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce sondage qui est disponible également sur la partie droite de votre écran. Alors, je suis Rabia Ider, responsable marketing Talentia, et je suis accompagnée par Julien Bordin, qui est notre expert RH. Bonjour Julien. Bonjour Rabia et bonjour tout le monde. Voilà, donc on a beaucoup parlé du RH qui devait être le business partner de l'entreprise, mais qu'en est-il du manager dans la politique RH de l'entreprise? Nous allons essayer de répondre à cette question pendant ce webinaire. Donc, ce qui va nous occuper pendant ces 30-45 minutes qu'on va passer ensemble, c'est d'abord, avant tout, c'est de savoir c'est de faire un point sur ce que sont les nouveaux enjeux et les nouvelles missions, les nouveaux rôles des managers, afin de mieux comprendre justement leur mission. Julien nous présentera ensuite la partie RH et aussi les complexités auxquelles vous faites face. Et on sera ensuite dans le cœur du sujet puisqu'on parlera du manager partenaire et son application dans votre stratégie RH. Ensuite, nous parlerons de digitalisation et comment elle peut optimiser justement ces processus RH. Et rapidement, nous vous présenterons Talentia pour vous accompagner donc dans cette digitalisation et nous finirons par les questions-réponses et les résultats du sondage, comme je vous le disais précédemment. Donc, on va commencer donc par ces enjeux. Dans un contexte économique post-crise et face à une concurrence de plus en plus forte, les entreprises doivent réfléchir en permanence sur leurs services ou leurs produits. Et dans ce contexte de transformation, les enjeux du manager sont les suivants. Donc là, il y a l'accélération du rythme de l'entreprise. L'accélération dans l'entreprise, elle est à tous les niveaux, que ce soit dans le développement de nouveaux projets, de produits, de services. Et lorsque l'entreprise cherche à repenser sa proposition de valeur ou l'expérience utilisateur, qu'elle soit externe ou interne. Donc voilà, et le deuxième grand enjeu des managers, c'est les organisations, elles sont un peu figées, elles sont en silo, ou en pyramide, elles ont souvent des modes de travail obsolètes, des outils qui sont inadaptés, et ça, c'est d'autant de frein à l'accélération de la transformation. Concernant l'engagement des collaborateurs, on partage avec vous une petite donnée d'une enquête faite par la société Supermood qui dit que 50% des salariés, 54% exactement des salariés se disent engagés contre 49 avant l'épidémie. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais quand on regarde plus précisément l'étude, on voit que la partie des collaborateurs seniors est en baisse, notamment suite à tous ces contextes, que sous le poids de la responsabilité supplémentaire, sur la charge de travail, du coup, leur engagement est moindre. Du coup, le manager doit faire face à ça. Il y a également l'arrivée de la génération Z
qui arrive dans les entreprises et cette génération, elle représente en 2021 20% des effectifs, ce qui n'est pas négligeable. Et cette génération qui est née dans un monde numérique, qui est sensible aux enjeux environnementaux, elle vient bousculer un peu les managers avec ses nouveaux codes, ses attentes spécifiques, et d'autant plus avec la crise Covid qu'on a tous vécu. Donc voilà, elle est souvent confrontée à des décalages dans ses outils entre ce qu'elle utilise à titre personnel et ce qu'elle retrouve dans l'entreprise. Donc motiver, fidéliser ces jeunes collaborateurs, ça devient également un challenge assez important pour le manager. Ensuite, les évolutions du mode de travail, avec la crise, le télétravail, le travail déporté à la maison, comment on motive son équipe, comment on donne du sens, comment on ressente toutes ces priorités d'action, et tout ça souvent et encore à distance. Donc, toutes ces enjeux, pour réussir, pour les relever, le manager doit avoir de nouveaux rôles. Il doit avoir un rôle déjà au service de l'engagement, comme on l'a dit tout à l'heure. Il doit fédérer ses équipes pour avoir une vision commune et donner du sens à ses collaborateurs. Il doit également être au service du collaboratif. Pour accéder à la transformation, il est nécessaire que ces managers développent leurs nouvelles pratiques en utilisant, par exemple, des outils qui permettent ce collaboratif. Et Julien nous en parlera plus précisément. Mais à charge aux managers de se les approprier et d'être exemplaires dans l'utilisation de ces nouveaux outils. Ensuite, le manager doit être au service de l'agilité. Il doit pouvoir mieux tenir en compte la diversité des collaborateurs. À l'instar des clients, les collaborateurs souhaitent un parcours toujours plus personnalisé. Donc, les managers doivent reconnaître les spécificités, les attentes et les besoins particuliers de chacun. Donc, beaucoup plus d'agilité dans ces nouveaux rôles. Et ensuite, et bien sûr, l'innovation. L'innovation, c'est la conséquence de la créativité. À lui de pouvoir redéfinir de manière collaborative cette proposition de valeur et puis de prendre en compte cette créativité, de pouvoir la mettre en exergue et en avant dans l'équipe. En gros, le manager doit être ce catalyseur de l'innovation pour l'ensemble de ses équipes. Donc voilà, face à tous ces enjeux et à ces nouveaux rôles des managers, Julien si tu le veux bien, va partager sa vision de comment les impliquer dans cette stratégie, pardon. Mais avant tout, les RH, ils ont aussi face à eux une complexité, je pense. Tout à fait. Merci Rabia pour ce cadre qui est très bien posé et très bien détaillé. Avant de rentrer dans des aspects plus opérationnels sur les missions du management, les domaines d'intervention et les différents contextes auxquels ils vont faire face, on voulait prendre un peu de recul pour l'interlocuteur dans le cadre de la stratégie RH du management, qui est l'utilisateur, le gestionnaire RH, qui fait face lui-même à des complexités multidimensionnelles. Donc certaines sont communes à celles qu'on peut rencontrer chez le management, mais quoi qu'il en soit, une étude interactive qui a été faite par Harris pour Talentia indique que 78% des RH trouvent que la complexité est croissante, c'est-à-dire que mois après mois, année après année, les organisations, les façons de travailler, etc., sont de plus en plus complexes. Alors la complexité, elle peut être de différents aspects, on en a recensé 4. Des complexités fonctionnelles avec, dans le cadre du SIRH, la gestion des temps, la paye, le légal, s'adapter aux contraintes, etc. Tout ça, socialement, est en constante évolution. Et il faut suivre la cadence de cette évolution. Des enjeux technologiques, il faut simplifier, il faut rationaliser, il faut sécuriser dans un monde de plus en plus global, de plus en plus ouvert, où tout le monde a accès à tout. Et on a un enjeu aussi de transformation, parce qu'on fait face à de la croissance,
à des rachats, des fusions, des changements d'organisation, de la digitalisation. Et tout ça nous amène à nous poser tout un tas de questions sur comment développer nos collaborateurs dans cette complexité multidimension. Une fois qu'on a posé ce décor sur la complexité RH et que Rabia a évoqué le lien, le rôle du manager et son évolution, maintenant, on va parler un petit peu du manager HR partner ou de son implication dans la stratégie RH. Pour ce faire, on va peut-être redescendre un petit peu en détail sur les missions du manager. On en a listé un certain nombre sans pour autant être exhaustif. Et ce qu'il faut ne pas oublier, c'est qu'au-delà d'être un opérationnel, le manager est souvent attendu comme étant le couteau suisse, avec une fonction, là aussi, en constante évolution au sein de l'entreprise. Il doit anticiper les risques, les tendances, les opportunités. Il doit décider, arbitrer, proposer des choix tout en suivant et en déclinant des axes stratégiques. Il doit organiser les priorités, les ressources, les procédures. Il doit aussi animer ses ressources, les recruter, les coacher, les évaluer, les recadrer, les impliquer pour qu'elles collaborent ensemble. Il doit, bien évidemment, de façon transverse, communiquer, écouter, rediriger vers les bons interlocuteurs, présenter, expliquer, justifier, utiliser le feedback et exploiter les feedbacks de ses collaborateurs pour pouvoir, là aussi, animer. Ça va l'emmener aussi à potentiellement résoudre des problèmes, des tensions, des conflits, des écarts de compréhension, dans une optique où on est dans un monde global, concurrentiel, où un de ses objectifs, c'est de performer, de créer de la dynamique grâce à certains leviers, le changement, Rabia parlé d'innovation, l'amélioration constante de la qualité, et tout ça tout en pilotant l'ensemble de ces missions. Alors, quand on parle de piloter, on va avoir plusieurs prismes, puisque le pilotage, c'est ce qui va permettre de fédérer l'ensemble des autres actions, mais ça peut être supervisé, être sûr qu'on est bien serré les boulons, si on devait l'imager. Ça doit être maîtrisé comme un pilote au sein de son véhicule, et ça doit être dirigé au sens leader, ouvrir le chemin de ses collaborateurs et les embarquer. Donc, dans un contexte mouvant, le RH, le manager, dans ses actions opérationnelles, mais dans ses actions RH, on voit qu'il a quand même des missions, si on rentre dans le détail, qui sont très diverses et variées, et potentiellement qui peuvent être contradictoires avec les attentes des collaborateurs, de certaines nouvelles générations, de stratégies, d'enjeux qui sont déclinés de différentes façons. Au-delà de ces missions, le manager, il a des domaines d'intervention qui sont là aussi de plus en plus riches. Historiquement et de façon assez conventionnelle, le manager est prioritairement dans le domaine de la RH impliqué sur le recrutement, les entretiens et la formation. Pour la simple et bonne raison que c'est généralement dans l'intérêt du manager que d'avoir la bonne personne au bon endroit, au bon moment, si on parle de gestion de compétences, de recrutement, de formation, de développement. Donc, il y a un intérêt de productivité et de performance. Le manager, il est aussi impliqué potentiellement dans la gestion des rémunérations de ses collaborateurs. Alors, potentiellement, différents niveaux de management. Le manager de proximité n'est pas toujours impliqué, c'est peut-être un niveau de direction, par exemple. Mais il n'a pas toujours la main, ce qui fait que là aussi, on va potentiellement avoir un décalage entre les leviers sur lesquels il va pouvoir agir dans le domaine du pilotage RH. Et tout ce qui est pilotage, gestion de carrière, dialogue social, sont des leviers puissants qui ne concernent malheureusement qu'une minorité de managers parce que, on le rappelle, le manager est souvent appelé à être un couteau suisse et ne peut pas traiter l'exhaustivité des cas ou des activités sur lesquelles on l'attendrait ou on aimerait, dans un monde idéal, qu'il soit. Alors, pour préparer, sensibiliser les managers à l'ensemble de ces domaines d'intervention, il est important de communiquer, de les former, de leur donner les valeurs de l'entreprise, le dialogue social, puisqu'on le voit dans les évolutions, il y a des thèmes sociaux qui émergent, la gestion de la diversité, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, la prévention des risques psychosociaux, par exemple. Et c'est des thématiques qui, il y a 20 ans, dont on ne parlait pas ou peu, et pour lesquels les managers étaient très peu impliqués. Et là, on est au cœur de la stratégie et on est au cœur de l'implication managériale sur lesquelles on va embarquer. Alors tout ça, c'est bien évidemment à mettre en regard de chaque organisation.
selon le niveau de transparence ou non dans la gestion des talents, de façon concrète. Est-ce que j'ai intérêt à faire savoir que tel collaborateur a tel niveau de performance et veut évoluer vers tel poste, emploi, parce que j'ai le risque qu'il parte dans un autre service que le mien. Donc là aussi, il faut qu'il y ait une démarche globale pour faire passer l'intérêt de l'entreprise au sens collectif avant l'intérêt de chacun des services. Et là aussi, il y a toute une pédagogie à avoir auprès du management dans les différents process de formation, de gestion des carrières, d'évaluation qui doivent être partagés. Et ça nous amène au lien entre le business partner et le HR partner, puisqu'on va mettre en relation un manager opérationnel et un gestionnaire RH, sur lesquels il va falloir trouver une façon de communiquer, de travailler ensemble, main dans la main. Alors, on note sur les dernières années une vraie montée en puissance du management sur les thématiques RH, qui est liée à plusieurs raisons: la recherche de productivité de la fonction RH, la rétention des talents, mais surtout la capacité à motiver et à comprendre les problématiques terrain sur lesquelles les gestionnaires RH ne sont pas forcément toujours, selon les organisations, en proximité. Alors, on peut se poser la question, est-ce que le manager est le premier des RH? En tout cas, c'est le premier garant d'un équilibre social avec ses équipes, puisque derrière, il va devoir trouver l'équilibre des différents jeux de pouvoir qu'on peut avoir dans l'organisation, la déclinaison des différentes stratégies, des besoins, des évolutions qui vont devoir être communiquées et présentées aux équipes de certaines façons. Alors, c'est assez paradoxal parce que un projet réussi doit impliquer le management et nécessite un accompagnement au changement. Donc, il faut vraiment que ces RH et ces managers puissent travailler ensemble au quotidien pour que ces politiques RH soient déclinées de façon opérationnelle. Alors, sachant que ça demande un cocktail de qualité et de comportement nécessaires plutôt que des compétences managériales, puisqu'on va parler d'un manager psy à l'écoute de ses collaborateurs, on va parler d'un collaborateur coach qui va être chargé de développer ses équipes au jour le jour pour en tirer le meilleur, de manager tampon, où on va demander qu'il amortisse les secousses que l'entreprise peut vivre au fur et à mesure des événements auxquels elle est confrontée. Et là aussi, ce qui est compliqué, c'est que le manager n'est pas toujours préparé à un choc de génération, à une crise Covid, à tout ce qu'on peut connaître dans les évolutions du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, il y a un caractère assez flou dans la concrétisation de ces missions RH au quotidien. Et souvent, c'est lié à un manque de compétences dans le domaine, sans que ce soit une critique quand on dit ça, mais un manager, c'est souvent un opérationnel qui était bon, compétent dans un domaine, qui, de par l'ancienneté, tout un tas de raisons, prend une posture managériale, encadre des équipes, mais qui n'a pas forcément été préparé pour toutes les approches RH qui vont aller avec cette casquette managériale telle que on l'attend ou on l'entend aujourd'hui. Ça demande donc de trouver des équilibres. Alors, des équilibres pour équilibrer le binôme manager-RH. Ça suppose donc un véritable engagement des responsables RH dans le business au plus près du terrain pour pouvoir formaliser clairement des politiques RH tout en comprenant les enjeux, les complexités, les freins qu'elles peuvent avoir. Et ça comprend l'acquisition d'expertise RH auprès des managers. Mais pas que, parce que on va parler d'un triptyque qui va aussi embarquer la direction. Il faut qu'il y ait une prise de conscience qui, en premier lieu, doit venir de la hiérarchie sur une vision long terme de ces équilibres RH-manager. Et il y a là aussi des sujets un peu paradoxaux parce que on parle de capital humain, mais on a une sémantique financière avec le capital, là où, au contraire, la notion de valeur des hommes et des femmes de l'entreprise ne se retrouve jamais dans la valorisation de l'entreprise, dans son bilan, dans son compte de résultat, à travers les compétences et sa productivité, etc. Donc là aussi, dans la déclinaison des directions, il faut trouver le bon prisme et la bonne façon de trouver ces équilibres. Le RH doit s'approprier une vision opérationnelle, le manager doit décliner la politique RH et
ces différents acteurs doivent travailler main dans la main pour avancer, décliner et s'approprier ce juste équilibre avec des objectifs qui soient communs et partagés, parce que si chacun va dans son sens, bien évidemment, il sera compliqué de trouver un équilibre à tout ça. Concrètement, il faut que le manager il comprenne qu'un collaborateur qui part en formation, c'est pour son bien, et pas dire, ah ben non, il a une réunion importante, il a telle activité, c'est pas prioritaire que de partir en formation. Il faut que l'entretien, ce soit un vrai acte managérial, et pas un exercice de style, parce que on le voit, on tend de plus en plus vers de l'évaluation continue, parce que l'entretien annuel, d'autant plus pour les nouvelles générations, une année paraît beaucoup trop longue pour faire le point avec le manager sur tout un tas de sujets, et il faut tendre de plus en plus vers des échanges agiles, quotidiens, réguliers, et intégrés directement dans le management, parce que l'évolution du collaborateur fait partie du management au quotidien. Au-delà de ces équilibres, il ne faut pas oublier peut-être la personne au cœur de tout ça, c'est le collaborateur qui a tendance lui aussi à évoluer dans ce contexte et qui va tendre vers ce qu'on pourrait appeler self-RH. Pourquoi self-RH? Parce que la société change, l'entreprise se transforme, les collaborateurs s'adaptent. Il y a tout un tas de réformes, notamment autour de la formation, qui tendent à responsabiliser les collaborateurs. On est passé du DIF au CPF, des droits à la formation qui ont évolué, qui ont été monétarisés. On a un compte formation qui aujourd'hui est accessible depuis smartphone pour que chaque collaborateur puisse être garant de sa formation et à travers ces formations, garant de son employabilité, de sa carrière et de ses évolutions. Au-delà de cette responsabilisation, on tend de plus en plus vers de l'auto-formation, les vidéos, les tutoriels, les réseaux sociaux qui partagent des communautés d'experts. Donc le temps où les entreprises étaient les seules à former les collaborateurs est obsolète, et beaucoup de salariés ont recours à de l'apprentissage numérique informel via différents leviers en dehors de leur temps de travail, parce qu'aujourd'hui, l'information se retrouve partout en temps réel et est accessible simplement. Donc là aussi, quelque part, ça lui permet, via cette digitalisation, de développer sa marque employée, tout comme l'entreprise a une marque employeur, le collaborateur, via les réseaux sociaux, via les job boards, se crée une plateforme sur ses compétences, sur les formations qu'il a suivies, sur ses expériences. Et ça implique que le manager, là aussi, doit être vigilant sur son suivi, sa gestion des talents, pour pouvoir être attractif auprès de ses collaborateurs afin d'éviter qu'ils ne quittent l'organisation. Parce qu'un collaborateur a la capacité aujourd'hui, via les plateformes, de revendre ses compétences, que ce soit via du freelance, via des candidatures en quelques clics. Et donc là, la proximité managériale, l'engagement et la connaissance d'un éventuel mal-être, un éventuel conflit avec un collaborateur sera indispensable à la bonne gestion de ces nouveaux collaborateurs qu'on peut appeler self-RH, qui sont au centre de leur carrière et qui sont de plus en plus autonomes et des électrons libres au sein des organisations. Au-delà de ces approches que l'on a évoquées, de façon transverse, on a parlé de digitalisation, et c'est bien évidemment un élément qui va être important et au cœur de l'optimisation et de la simplification des process RH, puisque les évolutions constantes demandent des organisations plus agiles, avec des managers qui travaillent de plus en plus collaboratifs pour fédérer. Ça permet de simplifier la vie des collaborateurs, de ne plus se poser des questions sur toute la partie réglementaire, mais vraiment de se focaliser sur des activités à plus forte valeur ajoutée dans la gestion des talents. Les processus RH vont être du coup simplifiés via cette digitalisation, parce qu'en quelques clics, en quelques échanges, on va pouvoir faire passer des éléments clés sans avoir à ressaisir, revalider, etc. etc. Donc on se focalise sur l'essentiel, et tout ça va être sécurisé pour que les données confidentielles ne fuitent pas et ne soient pas perdues dans les méandres d'une organisation, de divers produits, solutions, etc. etc. Donc là aussi, dans le cadre du management et de la carrière du collaborateur, il est important
que tout le parcours du collaborateur qui va être dématérialisé soit traité de bout en bout et que le management il soit partie prenante, que ce soit le recrutement, le onboarding. Si on parle de onboarding, quand le collaborateur arrive, on va parler de offboarding au moment où il va partir. Il faut que le manager il ait une vision globale de ces éléments parce que c'est lui qui, au quotidien, va être en proximité avec ses collaborateurs qui, je le rappelle, sont de plus en plus self-RH et en attente et demandeurs et moteurs de ces différents éléments. Rabia, je te laisse la main pour… Ouais, merci Julien, merci pour tous ces éléments. Rapidement, l'idée c'était de vous présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas Talentia. Donc, Talentia est un éditeur de solutions de gestion des fonctions RH et finances pour les ETI. Nous développons de gestion de la performance financière, que ce soit la compta, la consolidation, le reporting et l'élaboration budgétaire. Et bien sûr, les RH, mais ça, on le verra dans la slide suivante. On est un groupe français avec une forte présence en Europe, mais également en Amérique du Nord. Nos solutions sont complètes, intégrées et s'adaptent à la complexité que gèrent de plus en plus les entreprises. On a la chance de compter plus de 3500 clients qui utilisent les solutions Talentia et notre groupe a développé en 2020 60 faire. Un point important peut-être qu'il faut noter, c'est que nous réinjectons 15% des revenus annuels dans la R&D et dans développement, la recherche et le développement pour permettre à nos solutions d'être toujours au plus des besoins de nos clients et d'être toujours là où elles doivent être. Voilà. Pour la solution, notre solution RH, donc la solution RH est un SIRH complet en fait qui a pour vocation d'optimiser et de simplifier vos processus RH. Donc ça va de la paye à la gestion du capital humain en passant par l'administration des collaborateurs. Le SIRH est au sein d'une plateforme unifiée où tous les outils logiciels permettent d'automatiser les tâches et fastidieuses. On a besoin, bien sûr, elle est intégrée, bien sûr, et elle propose des workflows et des reporting qui sont transverses. Je vais vous mettre un lien sur le chat pour ceux qui voudraient avoir un peu plus d'informations sur la solution, de vous mettre le lien là et vous pourrez effectivement avoir un peu plus d'informations sur la solution. On est arrivé à la fin de ce webinaire. On est bien, hein, parce qu'on a même 2 minutes d'avance. On avait prévu une trentaine de minutes. Je n'ai pas vu passer de questions dans le chat. Julien, est-ce qu'on était très clair? Je ne sais pas. Vous pourriez nous le dire sur le chat. Est-ce qu'il a fonctionné? Est-ce qu'on a été clair? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Vous attendiez à autre chose? N'hésitez pas. Je vais regarder aussi le sondage. On a quelques réponses. On va les partager maintenant. Alors, à la question, quelle est l'implication des managers dans votre stratégie RH, par exemple? Alors, on voit que pour un tiers des répondants, c'est une force de proposition. Donc, c'est plutôt pas mal. Suiveurs pour 33%, 17% sont réticents et on a quand même 17% de freineurs. Je ne sais pas, Julien, ça t'évoque quoi ces questions du coup? Moi, je trouve personnellement que c'est assez positif sur les différents projets auxquels j'ai pu participer. Malheureusement, on avait, et c'est le propre de chaque individu, que d'avoir peur ou de freiner sur tout changement, sur tout projet, sur toute évolution. Donc, on avait plus de réticents, de critiques ou de freineurs que de personnes force de proposition. Ça prouve aussi que les organisations évoluent, que les stratégies RH sont peut-être de plus en plus adaptées aux organisations, aux besoins du management, et que la considération managériale et des besoins opérationnels sont pris en considération. Donc c'est important, et effectivement, c'est plutôt positif en tout cas. Absolument. Alors, sur la question, vous sentez-vous assez proche des équipes de managers sur les sujets RH?
Donc, 50% des répondants nous ont dit que partiellement, totalement pour 38%, ils ont beaucoup de chance, et pas du tout 13%. Donc, c'est assez positif tout ça aussi. C'est assez positif, effectivement. Alors, on se rend compte malheureusement, là aussi, chacun a des contextes, des enjeux différents, mais que malheureusement, la proximité management RH est souvent liée aux tâches quotidiennes dans lesquelles on se fait aspirer et le peu de temps qu'on a pour parler des trames de fond, des enjeux, de la façon de travailler, de déployer les stratégies et les sujets RH. Quoi qu'il en soit, il y a une prise de conscience et c'est bien qu'il y ait déjà cet échange et cette proximité. Absolument. Et puis le dernier sondage, la crise a-t-elle eu un impact sur votre proximité avec les managers? 50% disent que la proximité, en tout cas, était meilleure, moins bonne pour 17 et inchangée pour 33. On est bien, hein, je trouve. C'est plutôt effectivement positif et c'est assez marrant parce que c'est une tendance qu'on retrouve chez beaucoup de dirigeants d'entreprises, de managers, de gestionnaires qui disaient que ils n'ont jamais eu autant d'échanges avec leur management, leur comité de direction ou leurs équipes que depuis cette crise. Donc il y a eu peut-être du temps pour se recentrer sur certaines activités ou le besoin de prendre du recul aussi pour se poser des questions avec le management. Quoi qu'il en soit, on voit que on peut sortir malheureusement des bonnes choses de cette crise et que tout n'est pas noir ou blanc. Autre commentaire sur lequel il était peut-être important d'insister dans le cadre de ce webinaire par rapport aux différents enjeux, aux différentes missions. Tout ça n'est bien évidemment pas exhaustif et est à contextualiser et il faut rappeler que l'enjeu et la place du management est à géométrie variable parce que l'implication managériale, selon la place qu'on laisse au manager, selon la volonté individuelle des uns et des autres, peut être aussi très variable au sein d'une organisation et on le sait tous. Alors, j'ai une question de Chloé. Quelle technique ou conseil donneriez-vous aux managers pour qu'ils aient davantage cette posture de coach et d'accompagnateur au changement auprès de leurs équipes? Est-ce que tu aurais un conseil à nous partager? Alors, je vous avoue que moi, je suis pas spécialiste du management, j'ai plus une expertise RH. Par contre, le conseil que je donnerais aux managers, c'est de prendre une posture de salarié et de se poser la question, quelles sont les attentes que mes collaborateurs pourraient avoir? Et si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'attendrais? Et je trouve que le fait de se mettre à la place de l'autre, quand on est dans une posture managériale, ça peut permettre de lever le voile sur certaines interrogations qu'on peut avoir. Après, dans tous les cas, il faut communiquer. Et ça, malheureusement, on a tendance à pas avoir le temps ou pas prendre le temps, mais ça reste un enjeu essentiel. C'est vrai, je pense que la communication, effectivement, est une des seules solutions avec ces équipes. Et voilà, de pouvoir partager, et puis d'anticiper, tu disais, de se mettre à la place des collaborateurs. Effectivement, ça permet aussi d'anticiper les questions et les problématiques qui pourraient arriver. Et il faut surtout pas oublier que l'acte managérial, à travers des actions RH, l'entretien, le suivi des formations, etc., ça reste un vrai acte managérial. Et il ne faut pas que le manager le voit comme une perte de temps. Donc là aussi, il y a de l'éducation ou de l'éducation RH à avoir pour bien expliquer au management que le temps qu'ils vont peut-être perdre à un instant T sur certaines activités, ils le gagneront à horizon 6 mois, 1 an, parce qu'il y aura un retour sur investissement qui est compliqué à quantifier, à palper, mais qui est non négligeable dans la gestion des talents, dans la limitation du turnover de ces équipes qui seront au bon endroit au bon moment, on le rappelle. Mais ça prend du temps et il y a une vraie casquette de management à avoir. Et pour ce faire, il faut que le manager ne soit pas que opérationnel, il faut qu'il ait du temps pour faire du management et pour encadrer ses équipes. Donc, il y a une vraie implication. On revient au triptyque, la direction qui l'identifie et qui laisse le temps au manager de travailler sur ces sujets. Donc, il n'y a pas de recette miracle, à mon sens, mais il faut beaucoup de bon sens et beaucoup de temps pour traiter ces thématiques. Absolument.
Je vais partager avec vous dans le chat un lien vers l'étude dont a parlé Julien, l'étude Aberdeen qu'on a menée sur effectivement les clés pour gérer la complexité RH. Julien en a donné quelques résultats. Donc, regardez un peu et vous allez voir si vous reconnaissez. Alors, attends, j'ai une question de Régine, pardon. Refaçonner le contour du poste de manager. Ah, oui, Je pense que c'est un commentaire, oui. ouais, c'est un commentaire, oui. Régine, oui, oui, sûrement. Alors, est-ce que c'est la mission de RH ou c'est toute l'entreprise qui doit s'y mettre? Voilà, c'est la question. Elle peut se poser, en tout cas, elle est pertinente. Voilà. Je pense que si vous en êtes d'accord, on va se quitter ici. On reste à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations ou qu'on réponde à vos questions sur l'outil de Talentia. On est à votre disposition. Je vous propose de noter cette présentation. C'est toujours intéressant au retour de savoir ce que vous en avez pensé et qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire. Ah, Christophe, une dernière question peut-être. Pensez-vous qu'un manager puisse être coach sans avoir une formation certifiante? Alors, je pense que le management et le coaching sont deux thématiques différentes. Le management doit permettre à une personne d'avoir une posture managériale dans une organisation, de faire passer des messages, de remonter des messages. Et là où le coaching, on va parler peut-être plus d'empowerment, de développement, de compétences, etc. Et les attentes sont différentes. On a tendance à les mêler ou pas. Moi, je pense qu'un manager et un coach sont deux sujets différents et que la notion de formation certifiante s'impose. Après, il y a aussi on peut aller sur d'autres sujets, mais il y a aussi une notion de la gestion du management culturel. Dans certains pays, dont la France fait partie historiquement, on devient manager parce que on a été un poste 10 ans, 20 ans et que c'est l'évolution normale. Là où dans d'autres pays, si on va aux États-Unis, un très bon technicien, on lui proposera jamais de passer manager parce qu'il sera beaucoup plus performant en tant que technicien ou qu'expert métier. Il sera potentiellement bien mieux payé que son manager, qui lui sera un manager, qui sera là pour gérer et pas forcément pour être un expert dans un domaine. Et on a tendance, malheureusement, dans certains pays, dans certaines organisations, à confondre l'ancienneté, la compétence, etc., par rapport à ça. Donc, pour répondre à votre question, moi, j'aurais tendance à dire qu'un coach doit être certifié dans le domaine sur lequel il doit développer ses collaborateurs, là où un manager doit vraiment être un acte de gestion et de suivi et de pilotage. Ok, très bien. Ben, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Donc, je vous disais, oui, merci de nous noter. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Et si vous pouvez faire un commentaire, ce sera très bien pour qu'on puisse être vraiment calé à vos attentes et répondre à vos besoins. Et puis, vous abonnez aux chaînes si vous le souhaitez pour pouvoir suivre les webinars RH qui vont être programmés très bientôt. Merci Julien. Merci Rabia, merci à toutes et à tous. Merci à tous, ouais. Et très très bonne fin d'après-midi. À très vite. Bonne journée, au revoir. Au revoir.